Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois d'avril. Le mois d'avril a commencé à Barcelone, trop chouette. J'y suis allée pour quelques jours, c'était très sympa, une ville assez chouette, très grande, et donc dont j'ai eu du mal un peu à saisir l'énergie. Parce que du coup c'est tellement grand que j'ai pas trop ressenti un peu quelle était la vibe, l'énergie de cette ville. C'était chouette, mais ça m'a pas. Je sais pas une ville dans laquelle j'étais en me disant oh, j'adorerais vivre ici. Mais c'était quand même très très chouette. J'ai fait quelques petites sorties culturelles là-bas. Je suis allée au musée national d'art catalan, qui est un bâtiment incroyable en haut de. Enfin, dans les hauteurs, dans un jardin, parc, pas une montagne, mais enfin, en hauteur quoi. Je sais plus comment il s'appelle ce palais. Mais c'était vraiment ouf. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, c'est. L'art, c'est marrant parce que de tout temps, les hommes, j'ai envie de dire, ont peint la religion et tout. Enfin, c'est partout la même chose dans les musées. C'est pas du tout la même chose, mais c'est la même énergie partout dans les musées avec des peintures religieuses, des dorures, des machins, des trucs. Mais ce que j'ai trouvé ouf, c'est que là, l'art catalan, les couleurs sont pas du tout ce qui est normal, mais ce qui est ouf, celles que j'avais l'habitude de voir dans les musées. Et du coup, les couleurs tellement chaudes, tellement belles, enfin, c'était incroyable. Ça a ouvert toute une nouvelle dimension sur le regard que je portais sur l'art religieux parce que j'ai quelques cartes que j'ai achetées. Les couleurs sont ouf. Peut-être qu'en vrai, il y avait déjà ces couleurs, il y a ces couleurs au Louvre et que je suis passée devant un millier de fois sans les remarquer, mais je sais pas si on voit quoi que ce soit. Mais, genre, les couleurs sont incroyables. Voilà. C'est très. Enfin voilà. Celle-ci surtout là, il y en avait plein comme ça, des espèces de peintures, je crois, sur bois. Incroyable. Les couleurs étaient ouf. Après, c'est aussi parce que ça me fait toujours beaucoup rire la religieux et les représentations et les proportions et tout à l'époque. La non-perspective, tout ça. Donc ça m'a toujours beaucoup amusé dans les musées. Donc voilà, j'ai trouvé ce musée très chouette. J'ai aussi visité la Casa Batlló, qui est l'une des maisons de Gaudi. Autant enfin, la découverte artistique et architecturale a été incroyable. Genre vraiment la maison de l'extérieur, de l'intérieur, chaque pièce, tout est ouf. En plus c'est avec l'audio guide, donc vraiment c'était incroyable. Qu'on soit bien d'accord, la visite était, enfin, l'objet de la visite, la maison, l'architecture, l'art, c'était ouf. Par contre, c'est la pire expérience de visite de toute ma vie. J'en ai fait pas mal dans ma vie, des visites, des musées, des trucs, tout ça. Là, c'était affreux. Il y avait tellement de monde. En fait, il y a un circuit balisé dans la maison que tu traverses pour passer dans toutes les pièces qui sont ouvertes au public et tout, ok. Mais en fait, c'est une histoire de tu stagnes dans les escaliers en attendant que les gens devant aient avancé. Enfin, en fait, c'est une espèce de file indienne infinie dans laquelle tu avances de 4 pas à la fois toutes les 4 minutes. Enfin, c'était un enfer. Le confort de visite était vraiment minable. Je sais pas pourquoi ils font rentrer autant de gens en même temps sur les mêmes créneaux de visite, parce que vraiment c'est insupportable. Et ça gâche en fait le plaisir de la visite, surtout que tu la payes très cher cette visite pour le coup. Enfin, c'est quand même des visites, les maisons de Gaudi qui coûtent assez cher, surtout celle-là. Et en fait, le confort de visite est genre le pire au monde. C'était affreux. Affreux. Genre, t'es là, tu attends pendant 4 minutes que ça avance, et de l'autre côté, tu vois les gens de l'autre côté qui avancent parce que eux, ils ont un peu. Enfin, franchement, c'est important que ce soit un circuit balisé et tout, parce qu'évidemment, tu peux pas faire n'importe quoi. Et je pense que eux, ils prévoient aussi le circuit pour l'audio guide et pour que ce soit cohérent voilà, dans la pédagogie, dans la visite et tout. D'accord, mais tu fais pas rentrer autant de monde. Là, tu ne peux pas aller où tu veux. Tu peux pas avancer à ton rythme parce qu'en fait, il y a des gens devant qui bloquent. Enfin, horrible. Donc, visite incroyable, mais expérience de visite minable. Vraiment la pire. On a fait aussi le parc Güell, qui est pour le coup pas un musée, mais un peu quand même. C'est une forme de musée à ciel ouvert, parce que c'est Gaudi aussi qui l'a fait. Enfin, qui l'a fait, il a pas fait le parc, mais enfin, voilà quoi, vous avez compris. Incroyable aussi. Fou. Moi en vrai, je connaissais, enfin je savais que Barcelone c'était un peu la ville de Gaudi, parce qu'il y a fait plein de trucs, et que du coup, toute la ville est empreinte de son travail. Mais vraiment, c'était ouf en fait ce qu'il faisait. Mais je le connaissais pas du tout bien comme Boog, mais c'était incroyable. Le parc Güell c'était vraiment très très beau. En plus il faisait beau, le printemps, le soleil, les allergies, enfin c'était super. Vraiment c'était super. Et j'ai fait la Sagrada Familia, évidemment, parce qu'on ne va pas à Barcelone sans faire la Sagrada Familia, et j'ai trouvé mais cet édifice incroyable. J'ai visité beaucoup d'églises, beaucoup de basiliques, beaucoup de que sais-je. À chaque fois que, enfin, partout où je vais, je rentre dans les églises parce que ça a toujours, enfin, j'ai toujours fait ça comme ça, bref. Euh, Incroyable. En fait, il y a deux choses que je trouve incroyables sur le principe dans la Sagrada Familia, c'est que, en fait, c'est une
un édifice certes religieux, mais en fait c'est un peu comme Notre-Dame à Paris, c'est quelque chose qui se construit siècle après siècle, qui se construit pendant des siècles, pendant très longtemps, parce que bah, c'est des trucs colossaux, donc ça prend énormément de temps à se construire. Et là, moi, en tant qu'individu, je suis en train de vivre la construction en cours de ce futur chef-d'œuvre, qui en est déjà un, mais de l'histoire de l'architecture, de l'art, de la religion. Et je trouve ça ouf, c'est comme si en fait j'avais vécu à l'époque où Notre-Dame de Paris était en construction. Et c'est ça que je trouve ouf, c'est que moi j'ai toujours vu les histoires de ces grands édifices religieux, mais du point de vue de maintenant c'est fini depuis des années. Là, je suis en train, en tant qu'être humain, de vivre à l'époque où la Sagrada Familia est encore en cours de construction, et je sais pas, je trouve ça ouf. Enfin, ça n'a aucun sens, mais moi je trouve ça ouf de me dire que, bah, en fait, là, si j'y retourne dans 20 ans, peut-être elle sera pas finie, peut-être elle sera finie, mais je l'aurais vue à un moment où elle était pas finie, et il y a 20 ans, elle était encore différemment. Enfin, je trouve ça ouf, et on l'a fait avec une visite guidée, donc le mec aussi, il a toute l'histoire justement de la construction. Voilà, lui, il te dit comment ça sera, quels sont les objectifs, qui prend ça en charge, que ce que Gaudi a eu le temps de faire, ce qu'il a pas eu le temps de faire, comment aujourd'hui, et depuis la mort de Gaudi, les architectes travaillent sur la base de ce qu'il avait dit, mais en même temps, il a laissé assez peu d'instructions. Donc, enfin, vraiment, le mec était passionnant, en même temps, c'est son travail, c'est normal. Donc c'était vraiment fou comme visite et comme expérience. Et par ailleurs, le bâtiment en lui-même, il est incroyable. Déjà, les façades, elles sont ouf. Moi, je préfère la façade la plus récente, pas celle de Gaudi, mais parce que je préfère ce truc un peu plus moderne, contemporain et tout. Et l'intérieur, en fait, ça n'a rien d'une église. Et c'est ça aussi qui est fou, c'est que vu que c'est récent comme œuvre religieuse, en gros, en fait, tout est blanc, tout est clair, il y a une lumière de ouf. Il n'y a pas de tableau, enfin, les églises ça a toujours quelque chose, des grands édifices comme ça religieux, ça a toujours quelque chose d'un peu très sombre quand même, avec des énormes tableaux, des tapisseries, des vitraux avec Jésus, Christ crucifié partout, enfin, c'est quand même souvent un peu oppressant, un peu sombre. Là, c'est gigantesque, c'est grand, il y a de l'espace, c'est haut et c'est blanc, tout est clair. Et les vitraux, il y a évidemment des vitraux de couleur, mais il n'y a rien sur les vitraux, c'est juste en gros les formes des vitraux font des formes un peu organiques très chouettes qui sont caractéristiques aussi du travail de Gaudi, mais il n'y a pas de dessin dans les vitraux, et donc ça te donne une lumière mais incroyable. Ils ont pensé les couleurs des vitraux par rapport aux couleurs du soleil, tout, enfin incroyable. Vraiment, je suis rentrée dans cet édifice et j'ai été subjuguée par la lumière, c'est un truc de ouf. Et je pense que même quand il n'y a pas tant de soleil que ça doit faire une lumière de malade, et que ce soit clair et épuré comme ça, pour moi ça n'a plus ce truc un peu oppressant du religieux d'une église quoi. Et c'est chouette parce qu'en fait, il l'a pas pensé tant comme une église. Enfin, il l'a pensé comme un lieu de spiritualité plus qu'une église chrétienne. Ou catholique, je sais plus. Et je trouve ça chouette parce que du coup, il y a quelque chose de très universel dans ce lieu. Ouais, en effet, de spirituel, parce qu'il n'y a pas de Jésus crucifié partout, de vierge partout. Il y a très peu d'œuvres, d'objets d'art en fait dedans. Bref, 20 minutes que la meuf elle parle sur la Sagrada Familia, il faudrait que ça cesse. En tout cas, c'était assez ouf. Et Barcelone, assez chouette. Ensuite, je suis revenue de Barcelone et je suis allée. Alors, qu'on regarde les choses dans l'ordre. Au cinéma, je suis allée voir la mini-séance Piro Piro. Les mini-séances, c'est Pathé qui propose des programmes de court-métrage dans des séances adaptées aux tout petits. Ça dure 30 à 40 minutes. Il y a plusieurs courts-métrages qui passent et c'est avec un son un peu diminué, une lumière tamisée, donc c'est pas encore complètement dans l'obscurité, c'est vraiment adapté aux tout petits. C'était chouette, j'en ai fait plusieurs, c'était pas ma préférée, mais en vrai c'est toujours très doux, je trouve. C'est des courts-métrages là, en gros le fil conducteur entre chacun des courts-métrages c'était un petit oiseau, mais c'est des courts-métrages très différents, en fait c'est des animations différentes. C'est assez chouette, il n'y avait pas de dialogue à mon souvenir, mais les musiques sont toujours très douces, les couleurs et tout, donc c'est toujours plutôt chouette. Je suis également allée voir Saul l'aveugle, femme endormie au cinéma. Je l'ai trouvé très anxiogène. C'est un film d'animation que j'ai trouvé chouette, mais vraiment très anxiogène. Après, il faut dire que j'étais seule dans la salle de cinéma. C'était la première fois de ma vie, je crois que ça m'est arrivé, d'être seule dans une salle de cinéma. Et je sais pas, j'ai trouvé ça aussi très anxiogène, d'être seule dans cette grande salle là. Donc, je sais pas, j'ai été un peu mal à l'aise. Après, je veux dire, le film installe un climat un peu anxiogène, puisqu'il évolue dans un climat un peu anxiogène. Ça n'a pas trop de sens, c'est assez absurde, j'ai bien aimé comment les choses se déroulent. Mais ouais, j'étais un peu mal à l'aise. Un peu mal à l'aise, mais c'était bien. J'ai vu aussi Je verrai toujours vos visages, que j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, c'est un film que je trouve vraiment pertinent à l'endroit de ce qu'il porte comme propos. C'est pas un film que je trouve ouf pour sa cinématographie, il n'y a pas des images incroyables. Il n'y a pas, bon le casting est chouette, mais il n'y a pas des jeux d'acteurs-actrices incroyables, mais c'est juste que
il traite un sujet social, sociétal, qui est la justice restaurative, qui est un sujet qui est très peu connu, très peu porté, je pense, dans les médias. Et là, il porte ce sujet au cinéma, le film, j'entends, parce que c'est une réalisatrice. Euh, et, euh, et ça fonctionne très bien, c'est-à-dire que c'est bien porté, c'est bien amené, le discours est, je trouve, cohérent, le casting porte bien. Alors, je trouve les personnages assez archétypaux, mais même chose, ça porte le propos et je trouve que ça fonctionne, ça m'a pas tant dérangé que ça. Par exemple, le personnage de Leila Bekti, je le trouve un peu too much. Mais parce que c'est très archétypal, il y a la personne qui se sent coupable de ce qu'elle a vécu, la personne qui est en colère, la personne ci, ça, et du coup, c'est un peu, voilà, des archétypes pour pouvoir tenir un propos qui un peu englobe, qui voit large sur les points de vue. Euh, mais c'est pas si dérangeant parce que ça sert le propos global de traiter de la justice restaurative dans un film, dans un gros média mainstream, je sais pas, mais enfin dans le média cinéma, quoi, qui est quand même un média qui a une grosse visibilité. Et je crois qu'il est très bien reçu, il a de bonnes critiques et il dure bien là en salle, donc je suis plutôt contente parce que franchement c'est un chouette film. Et puis Adèle Exarchopoulos, ma vie. Je suis allée également voir au cinéma About Kim Soo-hee, je sais pas comment ça se prononce. Tellement rageant ce film, franchement il est vraiment bien, c'est une histoire vraie qui a eu lieu en Corée du Sud et en fait ça dépeint un peu quelque chose de très dramatique sur les conditions de travail en Corée du Sud, sur les travailleurs, travailleuses, sur ce que ça leur... Enfin, un peu toute cette pression sociale, sociétale, jusqu'à des drames et c'est hyper rageant parce qu'il y a vraiment ce truc de... En fait, on sait qu'il y a un truc qui cloche, on sait qu'ils sont les responsables, mais on peut rien faire. Et j'ai trouvé ça, justement, ce truc un peu d'impuissance hyper bien traité, et c'était hyper rageant. Enfin, peut-être tu sors, t'as pleuré beaucoup et t'es hyper énervé. Mais c'est pas juste! Parce que c'est pas juste, mais je trouve que justement ce non-juste, en fait, à quel point la vie c'est pas juste, et à quel point les situations sont pas justes, je trouve que c'est très bien porté, très bien dépeint au cinéma, dans ce film. Ensuite, j'ai vu une sortie de résidence de la Presque Compagnie, qui est la compagnie dont la chorégraphe est Charlotte Rousseau, pour le prochain spectacle Les Identités Remarquables. J'ai beaucoup aimé ce travail, visuellement il y avait des choses hyper intéressantes. Une sortie de résidence, c'est une étape de travail, c'est des artistes qui sont en train de créer une pièce, en danse en l'occurrence dans ce cas-là, et qui montrent au public une étape de travail. Ils en sont là dans leur travail, donc ils montrent au public ce que ça donne, et ensuite il y a un échange, en fait, les artistes, ça leur permet un peu de commencer à crash-tester leur spectacle, leur travail auprès d'un public, et le public, ça leur permet de voir des étapes de création. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir la création à des étapes différentes, plutôt que de voir que des spectacles aboutis. Enfin, en tout cas, à mon endroit, ça m'intéresse. Là, Les Identités Remarquables, j'ai trouvé ça très chouette. J'aime bien l'écriture des corps, j'aime bien comment ça danse, j'aime bien les interprètes. Visuellement, en termes de lumière, il y a des choses qui étaient encore pour moi un peu trop évidentes. Mais franchement, non, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très chouette. Il y a eu un atelier de danse aussi qui a été mené par l'une des interprètes de spectacle et qui était vraiment génial, auquel j'ai assisté et qui était vraiment, vraiment très bien. Donc, ouais. La danse, de toute façon, globalement, j'adore ça. Donc, trop bien. J'ai vu le film de l'année, Super Mario Bros. Bien sûr que je suis allée voir Super Mario Bros. Il faut quand même rester fidèle à sa pop culture. Parce que bon, aller voir des cinémas dans les ciné-arts réessais, du film un peu niche, c'est bien, c'est gentil, c'est mignon, mais à un moment donné, ma culture, c'est Mario. Donc je suis évidemment allée voir Super Mario Bros. En vrai, je l'ai trouvé chouette. Déjà, la chanson de Bowser, Bop, il faut le dire. Je l'ai trouvé vraiment bien. Je trouve que c'est un film simple au sens où il n'y a pas de seconde lecture. C'est pas comme parfois dans les Disney ou dans les films des studios Ghibli, il y a toujours un peu il y a une première lecture pour les enfants et ensuite, quand tu plonges, tu cherches un peu plus loin, tu vas trouver des propos qui peuvent faire écho. Là, franchement, c'est très premier degré. C'est très simple. Il n'y a pas de lecture à aller chercher au fond de machin. Non, c'est très simple. En revanche, ce qu'il y a, c'est beaucoup de références à tout l'univers de Mario de toutes les époques. Et ça, c'est chouette parce qu'il y a des gamins de 8 ans qui le voient et qui ont les rêves. Et les générations des trentenaires qui le voient et qui ont d'autres rêves que les gamins de 8 ans n'ont pas, mais qui n'ont peut-être pas forcément les rêves des gamins de 8 ans s'ils n'ont pas suivi l'univers de Mario jusqu'à maintenant et tout. Et c'est en ça que je l'ai trouvé quand même très chouette le film, c'est que
c'est bourré de références à l'univers du jeu vidéo, à l'univers de Mario, et ça c'est hyper satisfaisant. Au début j'ai eu du mal avec l'animation que j'ai trouvé avec des couleurs très criardes, même l'affiche je la trouve affreuse, elle fait vraiment mal aux yeux, mais après on s'y fait, je trouve, quand les animations sont un peu rudes au début, souvent on s'y fait. Là ça a été, je me suis plutôt bien faite, et ce que j'ai trouvé chouette c'est le choix de dire que bon, quand même, certes Peach elle a besoin de Mario, le super héros, l'homme de la situation, parce que bon elle est quand même pas toute seule, mais en attendant le jeune homme en détresse qu'on va secourir c'est Luigi, et c'est pas la princesse en détresse que Mario va sauver, c'est juste Peach est quand même une bad bitch qui va se battre aux côtés de ses copains pour aller sauver son royaume, c'est trop bien. Enfin, je trouve que en termes de frontal comme ça, premier degré, ce que ça dit pas que Mario, l'homme, va sauver Peach, la femme. Et ça, je trouve ça important en 2023 pour les enfants. Voilà. J'ai vu, mais je suis allée beaucoup au cinéma. En fait, non, c'est pas que je suis allée beaucoup au cinéma, c'est que j'ai fait essentiellement du cinéma quand même en avril. Je suis allée voir The Quiet Girl, que j'ai trouvé mais vachement resté à l'esprit. Non, The Quiet Girl, je l'ai trouvé chouette. Il m'a pas en effet. J'ai pleuré évidemment, parce que bon, quand est-ce que je ne pleure pas au cinéma. Il m'a pas touché, marqué de façon particulière, mais je l'ai trouvé chouette, j'ai trouvé très beau. L'environnement, les paysages, le visuel, la couleur du film, j'ai trouvé ça très beau. C'est une histoire très triste. Mais voilà, pour moi c'est le genre de film typiquement cinéma à réessai où en fait une tranche de vie, un été de cette petite fille qui se retrouve dans une famille qu'elle connaît pas et comment ça se passe et comment elle le vit et les drames cachés et le secret et le machin. Ouais, je l'ai trouvé chouette, mais c'est pas, je pense qu'à la fin de l'année je m'en souviendrai pas forcément quoi de ce film. Mais c'était quand même un bon moment. Ensuite, je sais plus dans quel ordre j'ai vu les tac. Je pense toute la beauté et le sang versé. Parlons-en. C'est un documentaire de Laura Poitras sur l'artiste photographe Nan Goldin. En fait, le documentaire il retrace sa vie, son œuvre, son combat. Nan Goldin, c'est une photographe femme qui est devenue photographe femme dans une époque et dans un environnement où on considérait que les femmes ne devaient pas être photographes artistes reconnus, et surtout qu'elle prenait en photo des gens dans leur vie quotidienne. Enfin, c'était des scènes de la vie quotidienne qui n'étaient pas reconnues par ses pairs comme de l'art. Donc déjà ça c'est intéressant sur comment elle a dû se faire sa place en tant que femme photographe qui photographie la vie réelle des gens à un moment, à une époque où elle était un peu la première à le faire et où c'était pas encore considéré comme de la photographie. Donc déjà il y a ça, et il y a aussi que en fait le grand combat de Nan Goldin, ça a été de se battre, de lutter contre la famille Sackler, je crois, qui était propriétaire d'un grand groupe pharmaceutique qui a commercialisé l'oxycodone, qui est un dérivé d'opium, un antidouleur à la base, qui a très mal tourné aux États-Unis et qui en fait a été prescrit dans des doses qui menaient à l'addiction. C'est-à-dire qu'en fait, des gamins, des gens qui se voyaient prescrire cet antidouleur en mode deux cachets par jour, comme nous on peut être prescrit du Doliprane toutes les 6 heures, et qui développaient des addictions assez lourdes à ce médicament sans se surdoser elles et eux-mêmes. Donc elle en fait elle a été victime de ça puisqu'elle est devenue addicte à l'opium suite à une prise de traitement après s'être fait tabasser par l'un de ses ex qu'elle voulait quitter, quand ils étaient en train de se quitter, bref. Et du coup elle, une fois qu'elle s'en est sortie, son combat ça a été de lutter contre cette famille, qu'en fait soit reconnue comme coupable, et notamment parce qu'en fait c'est une famille qui donne beaucoup d'argent à beaucoup d'institutions muséales internationales, et en fait il y a beaucoup de salles dans les musées internationaux, que ce soit le Louvre, à Londres, le Met, etc., qui avaient, en l'occurrence, parce que franchement son combat a bien réussi, des salles nommées après leur nom, parce qu'en fait dans les musées, quand ils ont des énormes mécènes qui financent des salles entières de musées ou qui donnent des millions d'euros, il y a toujours une salle qui est nommée après ces mécènes, parce que en gros cette salle a été mise en œuvre grâce au soutien de la famille Sackler. Et elle, son combat en fait ça a été au jeu de la justice de faire reconnaître que la famille Sackler est coupable de tous ces morts et mortes qu'il y a eu suite à l'addiction, mais aussi de se battre pour que les institutions muséales internationales arrêtent de recevoir l'argent des Sackler et enlèvent le nom des Sackler dans les salles. Et en fait, on trace tout ce combat-là, c'est incroyable. Franchement, déjà le documentaire, je le trouve hyper bien fait, il est beau. Il y a aussi tout
c'est très artistique parce qu'on le voit aussi beaucoup de ses œuvres, et c'était la première fois que je voyais de la photographie au cinéma, parce que c'est en fait c'est aussi une expo photo quoi le film. Donc déjà ça c'est ouf, et comment elle a mené son combat et tout. Enfin, franchement c'est vraiment une femme incroyable. Je la connaissais pas du tout, et je connaissais pas du tout cette histoire qui est quand même énorme, et donc je suis très contente que ce documentaire existe et d'avoir pu le voir, et que du coup ça puisse rendre visible tout ce combat et tout le travail de cette femme, parce que vraiment j'ai trouvé ça mais incroyable, et je le trouve vraiment bien fait quoi. Le documentaire il est trop beau, j'ai adoré, vraiment incroyable. Je suis également, et après on va arrêter avec le cinéma, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle, je suis allée voir Dancing Pina, qui est un documentaire de, un instant, Florian Eisen-Ziob, sur donc Pina Bausch, c'est une chorégraphe allemande qui a marqué l'histoire de la danse, qui est décédée en 2008 ou 2009, dont la compagnie continue de tourner ses spectacles et de transmettre tout le matrimoine chorégraphique de Pina Bausch, qui est vraiment une pionnière de l'histoire de la danse. S'il n'y avait pas eu Pina, il n'y aurait pas la danse contemporaine comme on la connaît aujourd'hui, en gros. Et là, du coup, ce documentaire, il suit la transmission de 2 pièces à 2 groupes de danseurs et danseuses différentes. Il y a un groupe qui a été réuni à l'École des Sables. L'École des Sables, c'est une école de danse au Sénégal qui a été fondée par Germaine Acogny. On adore cette femme. Qui eux vont se voir transmettre le Sacre du Printemps, qui est genre masterpiece, mais vraiment une grosse fondation du travail de Pina Bausch. Enfin, c'est énorme, le Sacre du Printemps pour Pina. Enfin, le Sacre du Printemps de Pina, c'est un truc de ouf quoi, dans l'histoire de la danse. Et un groupe en Allemagne, je sais plus dans quelle ville, qui là pour le coup est un ballet ballet classique. À la base c'est des danseurs et danseuses issus plutôt du ballet classique, technique, etc. Qui va se voir transmettre Iphigénie, qui est une autre pièce de Pina que je connaissais pas bien en vrai. Et en fait, donc on suit la transmission avec les vieux danseurs et danseuses de Pina Bausch, dont certains et certaines étaient à la création de ces pièces-là, ce qui est quand même ouf. Enfin, t'imagines, genre, tu te vois, on te transmet, la personne qui te transmet le sacre, c'est la personne qui a créé le sacre avec Pina. Enfin, c'est assez ouf. Et même chose pour Iphigénie, et en fait on suit en parallèle les 2 transmissions de ces danseurs et danseuses qui apprennent une nouvelle matière chorégraphique et qui avec s'enrichissent aussi de tout un matrimoine et de comment on se réapproprie la matière chorégraphique. Elle a existé, elle a été créée en un temps avec des gens, comment est-ce que maintenant elle est transmise à d'autres gens, d'autres corps, d'autres histoires. Et c'était assez fou, c'est très beau, et moi que ça avait quelque chose de très physique, parce que le travail de Pina, elle est décédée, j'étais enfant, mais je le connais dans le corps. Notamment le Sacre du Printemps, donc il y a quelque chose de très physique et de très organique quand tu vois au cinéma des gens danser ce que toi t'as appris aussi, t'as connu, t'as étudié. Donc c'était assez fou, et la musique du Sacre, c'est une musique de Stravinsky qui est assez particulière, qui a fait scandale en son temps. Parce que le Sacre du Printemps, à la base, ça date de 1913, je crois, 12-13, comme ça. C'était Nijinsky et Stravinsky qui avaient fait ça, ça a été un scandale à l'époque, bref. J'aurai l'occasion peut-être un jour de revenir sur l'histoire de Nijinsky et du Sacre du Printemps. En tout cas, la musique est ouf, et même chose, pour moi, elle a quelque chose de très organique, de très... qui résonne beaucoup, cette musique, du fait que j'ai traversé cette musique, et le sacre, et que c'est quelque chose que j'ai étudié longtemps et tout, donc c'est toujours fort physiquement, parce que c'est du corps, la danse, de voir ce genre de production au cinéma, donc c'était vraiment, vraiment chouette, et j'étais très bien accompagnée, il faut le dire. Voilà, et surtout quand même mon gros highlight du mois d'avril, et je vais finir par ça. J'ai fini le tome 6 de Dune. C'est le dernier tome écrit par Frank Herbert. Parce qu'après il y a d'autres livres, un peu univers étendu, des préquels, des sequels, je sais même pas si ces mots existent en français, qui ont été écrits par son fils et un autre auteur, mais là, c'est le dernier tome de Dune, écrit par Frank Herbert, et ça a été intense. J'ai beaucoup aimé lire ce livre, j'avais un peu perdu, Dune ça avait été dur, ça fait 2 ans en gros, 1 an et demi que j'y suis. Pendant un moment j'ai un peu perdu le fil, le goût et tout, et là quand je me suis replongée dans le tome 6, je me suis dit bon allez, c'est le dernier, il faut que j'en profite, que je le savoure. Et en fait il était génial parce que j'ai trouvé que contrairement peut-être aux quelques précédents, on retrouve vraiment nos personnages des tout débuts. Peut-être que ça va spoil un peu, mais en fait, il faut savoir que dans Dune, d'un tome à l'autre, on avance parfois de plusieurs dizaines, de centaines, de milliers d'années. Et là, on retrouve, même si on a avancé de centaines de milliers d'années, on retrouve l'intrigue, l'enjeu de nos personnages initiaux du tome 1, auquel moi je me suis attachée. En fait, moi Dune, j'ai vu le film de Denis Villeneuve,
et ensuite j'ai lu le livre. Donc déjà, moi, quand j'ai lu le tome 1, les personnages du livre, là, je les associais aux personnages du film, parce que j'avais commencé par le film. Et du coup, ça m'a suivi un peu sur tous les tomes. Ensuite, on les perd pas mal, et là, je trouve qu'on retrouve un peu ces intrigues-là, mais pas que, parce qu'on retrouve aussi l'intrigue du tome 3, en vrai. Ouais, 3, 4, avec un personnage hyper important auquel on fait vraiment beaucoup écho et qui avait... Enfin, bref, j'ai beaucoup aimé ce truc de... j'ai l'impression d'avoir retrouvé vraiment l'univers de Dune qui m'avait animé au début quand j'avais commencé. Et je suis un peu triste, en vrai je suis hyper triste d'avoir fini, parce que je me dis là ça y est c'est fini. Genre j'ai encore tellement de questions, il y a tellement de choses qui sont pas répondues. Euh, c'est un peu frustrant. Je suis hyper contente d'avoir fini parce que j'ai l'impression d'avoir abouti quelque chose, parce que c'est quand même un peu enfin, c'est un gros sujet de science-fiction. Moi, je suis pas du tout lecture, je suis pas du tout lecture de science-fiction, mais c'est quand même une masterpiece d'une, a priori en son temps en tout cas. Donc je trouve ça trop bien. Enfin, je suis trop contente d'y être arrivée jusqu'au bout et tout. Ça veut rien dire, fais des phrases en français, mais je suis aussi hyper triste d'avoir fini. Et je suis un peu frustrée parce qu'en fait j'ai encore beaucoup de questions. Peut-être qu'un jour je les relirai tous et que j'aurai réponse à mes questions. Parce qu'à la fin de chaque tome, il y avait beaucoup de questions. Et je pense que c'est un univers tellement complexe que là, en le lisant, en vrai, j'ai pas saisi. Je pense qu'il y a peut-être la moitié du livre que j'ai pas saisi, dont j'ai pas saisi un peu les rouages. Je pense que les réponses à mes questions, peut-être qu'elles sont dedans, c'est juste que j'ai pas bien lu. Mais en même temps, c'est tellement complexe comme univers, mais c'est trop bien. Donc voilà, je suis un peu triste. J'hésite avant la sortie de la deuxième partie du film de Denis Villeneuve qui sort le 1er novembre. J'ai très peur de ce film, j'ai très hâte aussi. J'hésite à relire le tome 1, mais il est un peu long quand même. Donc peut-être je vais juste me contenter de re-regarder le film de Denis Villeneuve. Je sais pas, peu importe, là n'est pas la question. J'ai fini Dune en avril et je suis très contente et en même temps très triste d'avoir dit adieu, au revoir à cet univers. En vrai, j'hésite à lire le reste, enfin les autres, ceux qui ont été écrits après, parce que je trouve que ça, il y a des thématiques assez, même très intéressantes, des focus très intéressants dans ces livres qui ont été faits après par son fils. Donc peut-être que ça pourra répondre à mes questions. Et en même temps, vu que c'est pas Frank Herbert qui les a écrits, est-ce que ça répond vraiment à mes questions? Dans le sens où, oui, ça apportera des réponses, parce que ça apportera des éléments, mais en mon fort intérieur, je sais que c'est pas forcément ça, parce que c'est pas Frank qui l'a écrit, alors que c'est Frank qui a écrit ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, en tout cas, peut-être que je les lirai. Si c'est le cas, je ne les achèterai pas parce que on va peut-être pas exagérer. Mais ouais, affaire à suivre. Peut-être que dans les prochains bilans de l'année 2023, on aura à nouveau l'univers de Dune qui nous reviendra. Peut-être pas. Voilà pour ce bilan du mois d'avril. Je parle beaucoup trop. Il faut que ça cesse.